Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Au sommaire de cette édition, le chef de l'État Ismaël Margueli a adressé ses condoléances à son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika suite au crash de l'avion qui a fait plus de 250 victimes. Également dans l'actualité internationale, la Ghouta orientale reprise totalement selon l'armée russe. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par ce message de condoléances du chef de l'État envoyé à son homologue algérien. Le président de la République, Ismaël Margueli, a adressé un message de condoléances à son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika, suite au crash d'un avion de l'armée de l'air qui a causé hier le décès de plus de 250 personnes dans ce pays. Dans son message, le président Guelleh a exprimé sa compassion et solidarité à son homologue algérien. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent également à moi pour manifester leur sympathie et amitié au peuple frère algérien dans le cadre de cette terrible épreuve, a écrit le chef de l'État. Je forme le vœu que votre pays surmonte rapidement cette tragédie, a également indiqué le président Guelleh. Prions Dieu le Tout-Puissant d'épargner la nation amie algérienne des drames et autres traumatismes. Fin de citation. Retour donc sur ce sujet, un deuil de 3 jours a été décrété en Algérie après la chute de l'avion militaire, n'est-ce pas Samatar? Effectivement Ali, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours à compter de mercredi après le crash aérien d'un appareil militaire qui a fait 257 morts. Le président a ordonné que soit récité en mémoire des victimes la prière de l'absent de vendredi après la grande prière musulmane hebdomadaire, poursuit la présidence dans ce texte publié par l'agence. C'est un accident et le pire catastrophe aérienne, civile ou militaire survenue en Algérie, Ali, et la 4e la plus meurtrière dans le monde depuis 20 ans. Pour une raison encore inconnue, Ali, l'avion s'est écrasé peu après son décollage de la base aérienne des Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, avant de s'enflammer. L'épave a calciné, agi d'une centaine de mètres des murs d'enceinte de la base. La majorité des victimes sont des militaires et de leurs familles, selon le ministère de la Défense. Plusieurs appareils militaires algériens ont subi des accidents ces dernières années, faisant des dizaines de victimes. Le crash d'hier, Ali, est le pire dans l'histoire de l'aviation algérienne et hors attentat du 11 septembre 2001, le 4e le plus grave de ces 20 dernières années, après ceux du vol du Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014, rappelons-le, avec 293 morts, d'un Ilchin militaire iranien en 2003 avec 275 morts et d'un Airbus A300 d'American Airlines à New York en 2001 avec à son bord 265 morts. Merci Samatar pour ces explications. Autre communiqué émanant cette fois-ci du service de presse de la présidence de la République qui dit que suite aux menaces proférées par DP World par voie de communiqué concernant les investissements dans les infrastructures portuaires de notre pays, la République de Djibouti tient à apporter les précisions suivantes. Dans un premier temps, la République de Djibouti tient à rappeler qu'elle n'a pas manqué aux obligations du contrat qui liait DP World à l'ancien terminal à conteneurs de Doralé, lequel contrat stipule en son article 17 que l'une ou l'autre partie peut unilatéralement se retirer du contrat. Dans un deuxième temps, la République de Djibouti constate que ce contrat était contraire à l'intérêt général. La résiliation du présent contrat conduit à sa redéfinition en un contrat administratif. Dans un troisième point, la République de Djibouti tient à rassurer les investisseurs en rappelant que l'État de Djibouti développe déjà en partenariat public ou privé la construction de grandes infrastructures portuaires telles que le port de Tajoura, le port de Goubet, le DMP. Enfin, la République de Djibouti réitère sa détermination à travailler avec les investisseurs publics comme privés qui souhaitent investir sur l'ensemble du territoire national en leur garantissant la sécurité juridique. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Amrié, se trouve actuellement au Caire où il participe aux travaux de la 45e conférence des ministres arabes du travail. La délégation ministérielle a été bien accueillie à son arrivée au Caire par l'ambassadeur en poste en Égypte, Mohamed Helsi, également représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue arabe. De nombreuses personnalités arabes et de la scène internationale actives dans le domaine du développement socio-économique participent aux travaux de cette conférence.
Djibouti-Nouvelle-Zélande, cumulativement avec ses fonctions d'ambassadeur au Japon, Ahmed Areta Ali a présenté hier à Madame Patsy Reddy, gouverneur général de Nouvelle-Zélande, ses lettres de créance par lesquelles le chef de l'État, Ismail Marguerite, l'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la Nouvelle-Zélande avec résidence à Tokyo. Lors de cette entrevue, l'ambassadeur Areta a d'abord transmis les salutations du président de la République et ses vœux de santé et de bonheur à Madame la gouverneure générale. Les échanges ont été très fructueux et les discussions ont été portées sur la coopération dans les secteurs des énergies renouvelables, l'octroi des bourses de formation et de l'élevage. Enfin, l'ambassadeur Areta a rencontré des hommes d'affaires du secteur privé à Auckland. Et cet atelier de formation des régisseurs des caisses octroyant des avances, le ministère du Budget a organisé hier dans ses locaux un atelier de formation destiné aux régisseurs des caisses des différents départements ministériels qui sont habilités à octroyer des avances. La formation qui a rassemblé 18 régisseurs de caisses d'avance était animée par Rachid Hassan Sabban, conseiller du président de la République, Abdoulaye Guedi, conseiller technique du ministre du Budget. C'est dans le cadre de son programme de réforme axé sur le rehaussement des capacités des ressources humaines que le ministère du Budget a décidé d'organiser cet atelier au profit des régisseurs des avances. Cette formation s'inscrit donc également dans le cadre des actions entreprises par le ministère du Budget en vue de renforcer la bonne pratique et la bonne gestion des deniers publics. Cet atelier a été ouvert par le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mibratou. Les responsabilités et vos responsabilités dans l'exercice de cette fonction. Nous avons constaté, comme chaque année, après les clôtures des comptes de fin d'année, dans les rapports et de contrôles effectués sur les différentes régies, qu'il y a beaucoup d'anomalies, de manquements. Nous n'avons pas, dans un premier temps, nous avons mis ça sur le compte de peut-être beaucoup de méconnaissance des textes, méconnaissance des règles et des responsabilités. Et nous avons jugé utile d'abord de lancer cette formation, de vous sensibiliser cet après-midi pour vous montrer que la responsabilité que vous occupez en gérant ces caisses, même si elles paraissent peut-être d'un petit montant, 500 000 francs par mois en moyenne, 6 millions dans l'année, ce sont des responsabilités très importantes et qui répondent de la bonne pratique et de la gestion rigoureuse de ces fonds-là, de ces caisses d'avance. C'est à travers cette pratique et surtout une bonne mission et un exercice rigoureux de cette gestion, c'est tout le respect de la gestion des finances publiques, la gestion des deniers publics auquel le gouvernement est attaché et apporte une très grande importance. Le secrétaire général du MENFOB, Mohamed Abdallah Mahyoub, a reçu hier après-midi une mission conjointe de la Banque mondiale, du Partenariat mondial pour l'éducation et l'UNICEF. La rencontre s'est déroulée en présence des directeurs généraux du MENFOB. La réunion qui vient de conclure une mission d'une semaine a permis de revoir le niveau d'exécution du plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2019, mais aussi et surtout de restituer par le menu détail les composantes et les activités prévues dans le cadre d'un ambitieux projet du MENFOB qui est soutenu par les 3 grands partenaires subventionnés. Doté d'une enveloppe de 26 millions de dollars US, ce projet devra permettre de répondre aux défis du système éducatif dans la mise en place d'une école inclusive et de qualité. Il a saisi l'occasion pour réaffirmer l'importance capitale de ce projet pour les MENFOB dans ses efforts de transformation du système éducatif. Le ministère a mis en place, en collaboration avec l'appui de la Banque mondiale et du Partenariat mondial de l'éducation et de l'UNICEF, un projet ambitieux de 26 millions de dollars. Ce projet devra permettre de répondre aux défis de notre système éducatif. Nous voulons mettre en place une école inclusive de qualité. Ce projet va permettre de la suppression du double flux dans les écoles où il y a. Il devra aussi permettre à l'ensemble des enfants vivant sur les territoires de la République de Djibouti d'être scolarisés et enfin de relever de manière significative la qualité dans les écoles. Et le 3e et dernier point, le renforcement des capacités du personnel du ministère.
Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette découverte au Daï, des restes d'un animal dont on ignore ses origines et qui a quelque peu inquiété la population locale. Le ministère de l'Environnement, responsable de la gestion de la biodiversité, a dépêché une mission au Daï pour déceler l'origine de la carcasse de cet animal. L'animal a été découvert par le gardien de la forêt dans les falaises de Gore, dans un endroit inaccessible pour les hommes et le bétail. Après sa décomposition, il a ramené la carcasse vers son lieu de travail. Cette information a été reprise sur les réseaux sociaux où la photo de cet animal est postée avec des commentaires laissant croire que cette espèce animale inconnue peut représenter un danger pour la population. Afin d'identifier cet animal, 2 experts de la direction de l'environnement et du développement durable se sont rendus sur le site. Ces experts ont estimé qu'il s'agissait d'une mangouste rouge appelée Hagrir en Afar. Le directeur général de la poste de Djibouti, Bahnan Ali Medal, et l'inspecteur général du travail et des lois sociales, Abdi Farah, ont signé aujourd'hui un accord bilatéral. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la poste de Djibouti. L'accord stipule que la poste de Djibouti assure la collecte et la livraison des courriers émanant et à destination de l'UGLS, et cela dans le but d'assurer un service public de proximité aux plaignants et aux entreprises. Et cela sur tous les territoires nationaux. L'accord, qui répond à une exigence de qualité du service public, servira à faciliter et à fluidifier les échanges tout en encourageant la collaboration interinstitutions publiques et la culture de la bonne gouvernance. L'inspecteur général du travail et des lois sociales, Abdi Farah, s'est dit heureux de travailler main dans la main avec la poste de Djibouti pour réaliser en collaboration avec les autorités concernées la meilleure organisation possible du marché de l'emploi et la pleine utilisation de la main-d'œuvre. De son côté, le directeur général de la poste de Djibouti, Bahnan Ali Medal, a mis l'accent sur le caractère pionnier de cet accord entre la poste de Djibouti et l'IGLS. La convention qu'on a signée aujourd'hui répond principalement aux vœux de nos administrations, de nos ministères de tutelle, qui est de décentraliser les administrations, qui est de décloisonner les administrations. Donc les citoyens voulant avoir accès à l'inspection du travail, voulant déposer une lettre ou un recours, quelle que soit leur ville, que ce soit dans les régions ou dans la ville de Djibouti, n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'au bureau de l'inspection, mais déposeront leur recours ou leur plainte directement à un bureau de poste. À ce titre, nous faisons un travail qui est tout à fait normal. La Poste retrouve son travail d'antan. La Poste a toujours été le coursier de l'État. C'est un tiers de confiance. On dit toujours que le cachet de la Poste fait froid. Donc nous remercions nos camarades de l'inspection générale du travail parce qu'ils ont compris qu'un service public aussi, comme la Poste, doit être partie prenante dans ces relations-là. Et nous espérons que les citoyens pourront utiliser ce service-là de manière efficiente. Et nous demandons aussi à toutes les personnes qui posent des lettres ou des demandes de se rendre dans n'importe quel bureau de poste dès dimanche prochain, Inch'Allah. En bref et en images, le secrétaire exécutif de l'ONARS a rencontré donc le premier conseiller de l'ambassadeur du gouvernement du Belgique résidant en Éthiopie. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation et d'intégration de jeunes djiboutiens et des réfugiés. Ce projet a été mis en place il y a donc quelques temps. L'objectif est l'autonomisation des jeunes djiboutiens vulnérables et les réfugiés urbains à travers la mise en place de micro-entreprises, activités génératrices de revenus, à savoir la pêche, des salons de coiffure, des garages et une boutique. Au nom du gouvernement belge, je remercie l'OIM et l'ONARS d'avoir soutenu et d'avoir porté ce projet qui est un projet pilote. Et on voit que c'est une réussite. Je vous en félicite, madame. Et j'espère que les résultats seront obtenus. Merci, félicitations. Et en nouvelle du monde, la piraterie redouble dans les eaux d'Afrique de l'Ouest. Ahmed Hamel est avec nous pour nous expliquer.
Eh bien, Ali, bien que le sujet semble moins évoqué ces temps-ci dans les médias, la piraterie est plus que jamais présente en Afrique de l'Ouest et redouble même d'intensité. Une recrudescence donc des attaques armées contre les navires, principalement marchands dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest, est à signaler selon le Bureau maritime international, une division appartenant à la Chambre de commerce internationale. Au cours du premier trimestre de 2018, Ali, 66 faits de piraterie ont été recensés contre 43 pour la même période en 2017 et 37 au premier trimestre de 2016, soit un quasi-doublement en l'espace de 2 ans. À l'échelle mondiale, Ali, il faut savoir que 100 membres d'équipage ont été pris en otage au cours de ces 3 premiers mois de l'année, tandis que 14 ont fait l'objet d'un enlèvement depuis leur bord de la part des pirates. Sur cette même période, ce sont donc 39 navires qui ont été arraisonnés. De plus, 11 ont fait l'objet de tirs et 4 navires ont également été détournés. Encore plus inquiétant, Ali, le BMI, le Bureau maritime international, rapporte également que près de 12 tentatives d'attentats ont été constatées. Et ce missile qui est intercepté vers Riyad. Et ce sont des vidéos amateurs, Ali, postées sur les réseaux sociaux qui montrent ce qui semble être une explosion dans le ciel saoudien. Elles ont été filmées par les habitants depuis les environs de Riyad. L'armée saoudienne a confirmé par la suite l'interception réussie d'un missile balistique tiré vers Riyad depuis le Yémen par les rebelles Houthis. 2 autres drones ont été abattus dans le sud du royaume alors qu'ils visaient un aéroport. Il y a 2 semaines de cela, Ali, les Houthis avaient déjà tiré une salve de missiles en direction de l'Arabie saoudite en représailles des frappes que mène Riyad depuis 3 ans pour chasser les rebelles du Yémen. Cette guerre, Ali, a déjà fait plus de 10 000 morts et entraîné une grave crise humanitaire. Et en Syrie, avec la Ghouta orientale qui est reprise totalement selon l'armée russe. Et oui, Ali, l'ultime poche insurgée de Syrie, la Ghouta orientale, est tombée aux mains de l'armée de Bachar al-Assad. Les derniers rebelles, qui étaient donc retranchés dans la ville de Douma, ont remis leurs armes lourdes. Selon une ONG, leur chef a quitté la zone en direction du nord du pays. Et aujourd'hui, le ministre russe de la Défense a annoncé la reprise de cette zone des mains du groupe Jaish al-Islam et le déploiement de ses forces de l'ordre. La situation serait en train de se normaliser, c'est ce que rapporte l'agence d'État russe. La Ghouta orientale était le dernier et le plus important bastion tenu par les insurgés près de Damas, mais les groupes armés ont fini par se rendre après les frappes militaires menées sans relâche par l'armée syrienne et ses alliés de Moscou. Et nous terminons avec l'affaire Skripal. Londres convoque une réunion de l'OIAC le 18 avril pour étudier la suite. L'organisation, effectivement, pour l'interdiction des armes chimiques a confirmé donc ce jeudi la thèse du gouvernement britannique sur l'origine russe de l'agent innervant utilisé en Angleterre pour empoisonner l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille. L'organisation souligne également la grande pureté de la substance que Londres a identifiée comme un agent innervant de la famille Novichok et rendu Moscou responsable de l'attaque. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a convoqué aujourd'hui donc une réunion de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques le 18 avril prochain pour étudier la suite après la publication de ses conclusions confirmant l'identité du poison utilisé contre l'ex-espion russe Sergei Skripal. Merci Ahmed Hamad pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.